Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes, comme on dit maintenant. Et donc, je me présente. Moi, je suis Jean-François Sornin. Je préside le groupe régional Essonne de la SFEN. Et donc, je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence. Nous avons organisé cette conférence avec la section technique numéro 8 de la SFEN, qui s'appelle Économie et stratégie énergétique, et dont on devrait peut-être voir arriver le président Michel Berthélémy. Et nous avons ici un ancien président de cette section technique. Et donc, cette réunion, nous l'avons organisée en collaboration avec l'INSTN. Là encore, son directeur devrait nous rejoindre sous peu, Éric Gadet, et qui nous accueille donc dans ce prestigieux amphithéâtre. Et donc, notre orateur sera Jean-Guy Devezot de Lavergne à mes côtés. Vous savez qu'il est docteur d'État en sciences économiques, ingénieur Supélec, génie atomique et NSTN. Il a, à l'intérieur du CEA, dirigé l'Institut technico-économique des systèmes énergétiques, qui s'appelle ITZ, et il a présidé cette section technique économique de la SFEN, et il est actuellement co-auteur d'un ouvrage « Économie du nucléaire » qui est actuellement sous presse chez ISTE Éditions. Alors, il va nous présenter ce que dit et ce que ne dit pas l'analyse économique au sujet du nucléaire et des ENR pour les prochaines décennies. Donc ça va être le cœur du sujet pendant 45 minutes. Après, on a prévu un temps de questions et d'échanges avec la salle. Alors, ces échanges pourront se poursuivre autour d'un buffet sandwich auquel on accède par cette sortie ou par cette sortie dans le petit hall pause café qui est derrière, et donc sur lequel on pourra continuer les discussions en bilatéral ou en petit groupe. Et donc, mais avant de vous laisser quitter cette salle, je tenterai de trouver parmi vous quelques volontaires qui pourraient rejoindre la petite équipe SFEN Essonne qui intervient dans les lycées et collèges à la demande des professeurs de physique pour parler de radioactivité, d'énergie et de climat. Et donc, et après ça, on ira rejoindre le buffet. Je passe donc maintenant la parole à Jean-Guy pour ce sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité, et c'est sans doute ce qui vous a fait répondre à cette invitation. Jean-Guy, c'est à toi. Merci Jean-François. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la SFEN Essonne d'avoir invité la section technique 8, vous l'avez bien compris, de la SFEN que je représente, sachant que les travaux qui sont présentés là, qui sont surtout sur ce que dit l'analyse économique, alors ce qu'elle ne dit pas, vous pourrez me poser des questions après, puis on en discutera, viennent en grande partie des travaux qui ont aussi été faits à l'ITZ, qui est très bien représenté ici, notamment par son directeur Bertrand Charmaison, par Sophie Gabriel aussi, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Thierry Luquellois, qui est aussi présent, faisait partie de cette équipe. Voilà, donc je suis très heureux d'être avec vous pour, disons, faire un survol. Je ne vais pas pouvoir, vu le temps imparti, descendre dans la tripaille des coûts du nucléaire, des ENR, des systèmes énergétiques. Je vais vous inviter plutôt à faire une promenade. Alors voilà la carte de la promenade. On va se déplacer depuis en bas à gauche vers en haut à droite. C'est motivant, ça va être l'ascension, avec un axe temporel que vous voyez se développer ici. Ce dont on a beaucoup parlé dans les temps anciens, je vais parler tout à l'heure de révolution, c'est le nucléaire existant, le coût du nucléaire existant, le nucléaire futur et son coût, mais dans une vision qui est vraiment les coûts aux bornes des réacteurs, si vous voulez. Avec une vision temporelle qui est plus forte quand on parle de nucléaire futur, on le précisera. Et puis, irrigué par ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire la prise en compte des systèmes électriques dans leur ensemble, on a eu cette révolution qui est la prise en compte des systèmes, des coûts de système, et qu'on a pu décliner. C'est parfois un petit peu sportif, mais qu'on peut décliner énergie par énergie. Donc on peut revenir de la boîte bleue vers l'ellipse rose, là, en travaillant sur des coûts de système du nucléaire, mais aussi des autres énergies. Et puis, on va essayer de remonter tout en haut, là, vers quelque chose que j'ai appelé un coût total du nucléaire. L'AEN appelle ça un full cost, dans lequel, pour faire simple, on essaye, en plus de ces coûts de système, qui sont des vrais coûts, qui sont monétisés, qui sont payés par quelqu'un, on essaye de rajouter des externalités qui, elles, ne correspondent pas à des marchés et donc ne sont pas payées en monnaie par quiconque, mais par contre induisent souvent des détriments qu'on peut essayer de monétiser.
Et à droite, vous avez l'équivalent, mais qui n'est plus uniquement nucléaire, mais qui est le coût total, ou presque total, parce qu'évidemment, les économistes ne savent pas tout et de loin, il y a pas mal de trous dans les analyses. Hein. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas, justement. Alors, tout ceci s'adosse sur un ensemble de publications que vous voyez là, qui a été fait très majoritairement par ma section, la section Technique 8. Depuis 2017, nous avons essayé avec constance, acharnement, avec le soutien sans faille de Valérie Faudon, la déléguée générale, d'irriguer les acteurs économiques français, bien évidemment les ministères, les cabinets, avec tout un ensemble, les journalistes aussi, mais c'est quand même des publications assez scientifiques et techniques, donc de les irriguer avec toutes ces questions de la place du nucléaire, de son coût, du développement des parcs, des impacts environnementaux. Et vous avez la dernière note que vous voyez en bas à droite sur le financement. On est en train de la réviser, donc elle va ressortir dans quelques jours en étant vraiment remise à jour. Je parlerai très brièvement, malheureusement, du financement, mais c'est évidemment un sujet majeur. Je commence par les coûts de construction du nucléaire. Ça, c'est un sujet qui fait la une de pas mal de papiers, de pas mal d'articles. Ce que je voulais juste vous rappeler là, avec cette figure, je ne vais pas avoir le temps de commenter longuement, qui s'appuie notamment sur des travaux faits avec Thierry Duquesnoy, qui montre l'évolution des coûts du nucléaire dans le temps et qui rappelle qu'on est dans une situation qui est extrêmement différente du coût, par exemple, des ENR de la génération dans laquelle on est aujourd'hui, qui a vu des diminutions, des augmentations de coûts, comme aux USA dans les années 70, des écarts de coûts très importants entre des zones géographiques, comme aujourd'hui entre l'Europe et l'Asie. Donc ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille, et ça montre que pour analyser ça, c'est aussi extrêmement complexe. Ça a été une des actions qu'on a faites dans le cadre de l'ITZ, dans le cadre de la SFEN, avec, vous voyez, la partie de droite qui, évidemment, est aujourd'hui importante, très importante pour le futur, les SMR à moyen terme, et la 4e génération ensuite. Il y a eu des travaux assez nombreux qui ont été faits, bien évidemment par EDF, qui parfois n'ont pas été assez publiés, par la Cour des comptes, qui a elle-même produit beaucoup de rapports sur les coûts du nucléaire. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet, hein, il y a des quantités d'informations, c'est très transparent le nucléaire, comme vous savez tous. Et donc qui a travaillé la Cour sur la baisse des coûts par palier. Et là, ce que vous voyez, c'est des ellipses qui correspondent aux différents paliers de nucléaire en France et qui montrent l'évolution à la baisse systématiquement depuis les têtes de série de chacun des paliers vers les derniers réacteurs. La courbe en pointillé pourrait vous faire croire que le coût du nucléaire a augmenté de manière quand même très substantielle pendant cette période. Donc là, on n'est pas très d'accord avec la Cour qui a pris un indice, un déflateur de prix du PIB, qui n'est pas le bon en fait. Donc les travaux qu'on a fait, on a pris d'autres indicateurs qui sont vraiment des indicateurs qui prennent en compte les coûts des facteurs de production, notamment le coût du travail, et qui montrent une réalité assez différente, avec une augmentation au plus de 2% par an, entre 0 et 2% par an des coûts du nucléaire français. Cela dit, cette approche-là reste vraiment valable pour vous montrer que dans le passé, c'est ce qu'il faut faire maintenant bien sûr, on a réussi à diminuer les coûts de manière très significative. Il y a eu beaucoup de travaux en France pour essayer de comprendre, et ailleurs, mais beaucoup en France, pour essayer de comprendre pourquoi les coûts étaient si élevés. Alors, bien sûr, des coûts, je parle évidemment des épisodes dans lesquels la France a été extrêmement impliquée, Flamanville 3 et puis Kyoto, soit des approches économétriques, donc si Michel Berthélemy était là, donc lui c'est un grand expert de tout ça, il a beaucoup travaillé sur les approches économétriques en faisant des analyses en coupe instantanée sur divers pays, etc., pour voir dans quelle mesure les différents facteurs que vous voyez là jouent sur le coût de construction du réacteur. Ces approches ont quand même des limites, même si elles sont assez intéressantes. C'est qu'on peut aussi travailler sur les dérives de coûts par des approches de type ingénieur, en comprenant bien ce qui se passe, en discriminant par exemple le coût des sites avec 2 paires, 4 paires ou un seul réacteur, comme on l'a fait, bien que
le réacteur de Flamanville s'adossait bien sûr à Flamanville 1 et 2, mais on était dans une situation où on était tête de série, un seul réacteur. C'était déjà mal parti en termes de coûts. Cette situation-là pouvait coûter de l'ordre de 20% de coûts supplémentaires par rapport à une série, si vous voulez. Donc, on peut analyser tout ça aussi par des approches d'ingénieurs. Il y a eu des analyses, bien sûr, qui ont été faites aussi pour les Chinois. S'il y a des questions, on pourra y revenir, qui montrent les raisons pour lesquelles ça a été nettement moins cher. Et globalement, ça a été à peu près dans les coûts et les délais. Pas tout à fait, mais globalement. La raison de fond est clairement établie, par exemple dans le rapport Foltz, mais dans d'autres aussi. C'est que, et la Sven l'avait déjà dit bien avant, si on arrête de construire des réacteurs, vous le savez tous, pendant une vingtaine d'années, on risque d'avoir une supply chain qui est très démembrée. Et quand on veut la reconstituer, on a des phénomènes d'empilement de marge qui se produisent, de perte de compétences, de besoins de formation derrière, qui font qu'on perd du temps. Et dans la supply chain, et aussi, fermez vos oreilles, mais dans les autorités de sûreté, où c'est pas simple non plus. Alors, dans l'analyse qu'on avait faite, nous, je vais être aussi rapide là-dessus, on avait donc identifié un certain nombre de points, c'est ce que vous avez à droite, qui expliquaient plus ou moins de gains possibles par rapport à Flamanville 3. À l'époque, on était parti sur une série de 10 EPR, pendant qu'EDF développait les EPR2 qui sortaient à l'époque, ça a environ 3 ans. Et donc vous voyez qu'on peut avoir des gains de quelques pourcents, de l'ordre de la dizaine de pourcents, voire de plusieurs dizaines de pourcents. Et ça, ce sont des gains qui apparaissent vraiment, si on fait le nécessaire, comme des gains accessibles, raisonnables, possibles. Donc ce que vous voyez avec cette colonne gains visés de l'ordre de la dizaine de pourcents, vous avez pas mal de verts intenses là-dedans, c'est une probabilité forte de les atteindre, ce qui montre qu'à l'époque, un gain de 40% par rapport au coût de Flamanville paraissait tout à fait accessible pour une série de 10. En fait, on peut aujourd'hui aussi à peu près espérer ce type de gain et atteindre ce qui est marqué en bleu là, c'est-à-dire une cible autour d'une 4000 plus, donc 4000 euros par kilowattheure électrique en coût d'investissement. Ça reste quelque chose qui est une cible possible. Ceci était établi en euros à l'époque de 2017. Mais la révision qui a été faite d'ailleurs depuis n'est pas majeure. Ça, c'était pour vous faire un survol très rapide des coûts d'investissement, qui est un enjeu absolument majeur, bien évidemment, notamment en Europe et aux USA. Si on veut passer des coûts de construction, aux coûts de production, aux bornes du réacteur, à ce moment-là, il faut faire différentes choses. Donc, il faut passer de la gauche vers la droite, et donc il faut prendre en compte le temps, bien sûr, qui est un facteur économique très important. Vous pouvez déjà imaginer que quand on emprunte, il y a des questions de temps de remboursement qui se posent, et puis les remboursements, le cash-in dû à la production n'arrive pas tout de suite, donc la dynamique temporelle des programmes est très importante. Il faut le faire, et c'est les deux lignes que vous avez en haut et en bas qui correspondent à deux philosophies un peu différentes. Celle du haut est la philosophie publique, c'est la façon dont on va prendre en compte les coûts dans une vision qui est une vision publique, qui est bien sûr la vision bénévolente qui essaye de viser l'optimum collectif pour la nation. Il y a tout un arsenal économique qui est standardisé aujourd'hui, qui permet de faire ce type de calcul. Et puis vous avez l'industriel lui-même qui va construire le réacteur et éventuellement l'exploiter ensuite, c'est le cas en France, qui lui-même a sa propre logique. Et les logiques ne sont pas les mêmes. En sus de ces affaires de coûts de construction, vous avez à gauche, il y a tout le paquet du milieu qu'il faut bien sûr prendre en compte, parce qu'au fur et à mesure de l'exploitation, puis après, il y aura des coûts qui vont se manifester, bien évidemment, en charge d'emploi, en coûts de combustible, et à terme aussi en démantèlement, et puis les coûts de cycle et d'aval du cycle aussi. Donc vous avez deux méthodes qui ne donnent pas les mêmes résultats, et un gros sujet aujourd'hui que je voulais vous montrer là, c'est que
Pour faire simple, la ligne du haut aboutit à prendre ce qu'on appelle les taux d'actualisation qui prennent en compte les risques, le temps, un certain nombre de sujets. Donc les taux d'actualisation dans la ligne supérieure, vue de l'État, sont très nettement inférieurs au coût pondéré du capital qui apparaît dans la ligne du bas, qui est celle des industriels. Le résultat, ça va être ce manque de cohérence qui est fléché autour du rond rouge numéro 2. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que, puisque pour les industriels, le coût du nucléaire apparaît, mais ce n'est pas le seul, hein, c'est aussi vrai pour les ENR, à moins de degrés, mais c'est vrai aussi, ce coût-là apparaît significativement supérieur au calcul qui est fait par la puissance publique, il va falloir que la puissance publique mette en œuvre les moyens pour que les industriels convergent vers la décision de construire les réacteurs qui amènent vers cet optimum public. Et ça, c'est un gros enjeu, et c'est la raison de fond pour laquelle il y a tout un attirail assez considérable qui est là pour permettre, plus ou moins, avec des vagues politiques derrière, bien sûr, d'obtenir ce résultat, c'est cette fameuse cohérence pour ramener les coûts du bas. C'est pas artificiel, il faut les ramener pour le constructeur, pour l'exploitant. Il faut que lui-même soit prêt à construire, donc avec des coûts qui ne soient pas trop élevés. Pour ça, on va lui garantir des revenus, on va limiter ses risques, on va l'aider à financer, etc. Vous voyez par exemple ici la différence de coûts de production au bord d'un réacteur entre des coûts qui sont des coûts publics qui sont à gauche, si vous voulez, le taux souverain des pays de l'OCDE, et des coûts qui correspondent à des investisseurs privés qui seraient sans aucune garantie de quiconque. Vous voyez qu'on peut avoir des coûts du kilowattheure, des coûts actualisés du kilowattheure, ça peut dire la même chose selon l'agent économique, qui vont du simple au triple entre la vision publique à gauche et la vision privée à droite. Donc c'est vraiment un sujet absolument majeur. C'est pour ça qu'il faut amener les décideurs privés de la zone de droite vers la zone de gauche. Donc, puisqu'il faut corriger tout ça, comment est-ce qu'on fait? Le premier sujet, ça va être de se débrouiller pour limiter le risque pour les acteurs. Et là, même pour un gros acteur comme EDF, quand vous lancez, vous vous rappelez par exemple de l'engagement d'EDF au Royaume-Uni, qui a quand même valu la démission du directeur financier d'EDF, qui, à l'époque, a expliqué que cet engagement exposait EDF à des risques que lui-même estimait trop élevés. Donc, vous voyez à travers cet exemple que même EDF est exposé à des risques qui sont majeurs. Et là, c'était pour 2 réacteurs. Donc, un train de 6 ou plus le met dans des situations délicates qui peuvent amener, comme on le disait à l'époque, jusqu'à le voir potentiellement, si ce n'est disparaître, mais en tant qu'entreprise disparaître. Donc, un des rôles majeurs du gouvernement est de pallier ces risques-là, ne serait-ce que liés à la taille de l'acteur et au risque de disparition. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des risques de marché et un des nouveaux moyens nouveaux moyens qui existent déjà depuis longtemps pour les énergies renouvelables, c'est de garantir à l'exploitant et donc en amont de tout ça aux investisseurs, de leur garantir que l'énergie sera vendue à un prix qui sera un prix garanti ou un prix minimum, ce qui permet quand même de se dire il est raisonnable de construire le réacteur. Voilà, donc le point qui est en bas, c'est l'engagement indispensable du gouvernement. On le voit bien dans notre pays comme dans beaucoup d'autres pays. Ce n'est pas que de la politique, c'est aussi vraiment de l'économie. Si cet engagement n'a pas lieu, on ne fait rien. On n'aurait d'ailleurs rien fait dans les 15 dernières années en termes d'énergie renouvelable si on n'avait pas eu ça. Donc j'en veux résumer là-dessus, sur les coûts du nucléaire. Je ne vous ai pas parlé des coûts de court terme qui motivent les accès à la production à très court terme dans les bourses de court terme. Là, le nucléaire en coût marginal, il est de l'ordre de 10 € par mégawattheure. Parfois, on voit un peu plus. Enfin, c'est donc des montants extrêmement bas qui sont un peu plus élevés que les coûts quasi nuls des ENR, mais qui justifient, lorsque le nucléaire est disponible et que l'ensemble des besoins des capacités en ENR sont mobilisées de recourir au nucléaire. Donc le nucléaire est quand même existant et très majoritairement utilisé.
pas toujours, quand il y a vraiment des très fortes productions de NR. En ordre de grandeur, vous voyez aussi que les coûts, je vais en reparler après, que j'ai appelé forward, ce qui veut dire les coûts pour allonger la durée de l'exploitation des réacteurs, donc passer de la visite décennale 3 à d'autres visites décennales derrière, donc le grand carénage. Ça, c'est dans tous les pays du monde, c'est à des coûts relativement bas. Ça a été très regardé en France, autour de 40 € par mégawattheure. Vous allez le revoir au niveau international juste après. C'est très rentable d'augmenter la durée d'exploitation des réacteurs, même si on le fait en toute sûreté avec les coûts du grand carénage qui se comptent en dizaines de milliards en France. Les coûts complets du nucléaire, donc actuels, c'est-à-dire si là on prend en compte les coûts d'investissement passés, on se dit voilà, je me ramène au coût actuel en considérant la rémunération de ces investissements-là. À ce moment-là, on est autour de 60 € par mégawattheure. Donc vous voyez, je vais le montrer après, que c'est assez comparable aux autres formes d'énergie bas carbone. Enfin, donc ça c'est pour le nucléaire existant. Et puis, ce qui est important en fait, parce que l'existant, il existe, il y a un enjeu, c'est de le prolonger ou pas, les coûts actualisés du nucléaire futur. Donc là, il y a beaucoup de travaux là aussi. Je vous renvoie à ceux de l'OCDE, de l'Agence pour l'énergie nucléaire, qui fait référence, qui travaille aussi avec l'Agence internationale de l'énergie, qui elle-même est très en faveur du développement du nucléaire aujourd'hui. Ces coûts sont dans une fourchette de l'ordre de 55 à 75 € par mégawattheure. Ça dépend de pas mal de sujets du pays, de l'actualisation, etc. Avec des extrémas que je vous ai mis ici selon vraiment les pays. Alors tout ça, c'est pas évidemment comparable au prix de gros, mais je n'y ai pas résisté. Je vous ai mis des prix de gros. On en parlait tout à l'heure avec Jean-François Sorlin qui dépasse les 1 000 € par mégawattheure sur le marché spot. Voilà. Bon, donc vous voyez que ces coûts, sont très très inférieurs, infiniment inférieurs à ce qui se pratique aujourd'hui sur les marchés de gros. Juste un point sur l'historique des ENR. C'est très important. Là, il y a des milliers et des milliers de sources. Alors, on est en France, j'ai donc repris les sources de RTE qui travaille avec le gouvernement puisqu'il est en charge de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et là, vous voyez les différents faisceaux de courbes qui ont été tracés par RTE pour différents types de photovoltaïques jusqu'à l'année 2050, puisque aujourd'hui, RTE est en charge de pousser son modèle Antares jusqu'à ces horizons-là. Donc vous voyez que la meilleure vision aujourd'hui, avec des incertitudes caractérisées par l'ouverture en queue de cheval des faisceaux que vous voyez là, eh bien la prospective, elle est toujours une baisse continue du solaire qui suivant les technologies, va continuer à baisser. Sachant qu'il y a des parties quand même qui baissent moins que d'autres. Les cellules photoélectriques, depuis le début, ont beaucoup baissé. Ce qui est l'électronique de forte puissance a elle-même moins baissé, même si elle baisse. Bon, donc on va se rapprocher d'un coût qui ne sera pas forcément zéro, qui va être pas loin de zéro dans les pays très ensoleillés, mais qui va continuer à baisser dans les années et les décennies qui viennent. Donc vous voyez, d'ici 30 ans, on sera dans une fourchette de 25-40 € par mégawattheure en France. On sera probablement à moins de 10 € au Proche-Orient, par exemple. Donc ça tétillera le zéro. Le problème, ce ne sera plus tellement de payer les fermes, ça sera de les connecter et de s'intéresser au phénomène de mix et de réseau. L'éolien lui-même, alors je vous ai mis qu'un éolien, je vous ai mis l'éolien en mer posée, parce que lui, il a des coûts quand même qui continuent à baisser. Il stagnait beaucoup il y a une dizaine d'années, puis là, depuis 5 ans environ, ça baisse de manière significative. Là, vous voyez aussi les ordres de grandeur avec des incertitudes qui restent plus importantes vis-à-vis de cette technologie. Donc on sera aussi, vous voyez, il y a une convergence qu'on peut voir ici, c'est d'ici une trentaine d'années, dans une zone, vue de RTE, de 25 à 50 € par mégawattheure. Alors maintenant, si on s'intéresse à traduire ces coûts et à les plonger dans une logique de coûts actualisés ou dit aussi LCOE, pour le futur, qui sont les coûts qui traditionnellement décidaient
de l'intérêt de se lancer dans la construction de tel ou tel type de centrale ou de production d'électricité. Ce que vous voyez là, c'est que tout ça ne coûte pas cher. Vous avez le nouveau nucléaire ici pour RTE, donc qui a une valeur qui est un tout petit peu supérieure à ce qu'on dit à la Sfen, mais c'est dans les mêmes ordres. Hein. Et puis vous avez vous voyez, des valeurs qui sont très basses pour l'éolien, quel qu'il soit à peu près, et pour certains types de photovoltaïques, notamment les fermes, qui sont nettement plus basses que le nucléaire. Alors, la suite de mon intervention, c'est vous dire qu'est-ce qu'il faut après prendre en compte pour les choix technologiques. Une vision qui est un petit peu différente, qui est la vision mondiale. Hein. Donc la France elle-même est bien calée vers des énergies très performantes, notamment dans les ENR. Pourquoi c'est un petit peu différent? Parce que là, on est à un horizon un peu plus court, c'est la vision de l'OCDE. Hein. On est à un horizon environ de 2025-2030 ici. Et vous avez la comparaison aussi, c'est à peu près le même genre de graphique qui est fait, avec des coûts actualisés. Vous voyez là qu'à cet horizon un peu rapproché, dans une perspective mondiale, le nucléaire tient à peu près la route face aux ENR, avec un petit objet. Là, on me dit qu'il peut faire marcher. Voilà, c'est ça le pointeur. Que, si on arrive à le voir, je ne sais pas si vous le voyez. Là, il y a ici ce qu'on appelle LTO, Long Term Operation. C'est le prolongement de la durée d'exploitation des réacteurs. Et ça, vous voyez que ce truc-là, économiquement, dans le monde, c'est absolument, c'est pas ça que je vais faire, absolument imbattable, parce que les réacteurs existent déjà et qu'on va faire des opérations peut-être lourdes, mais qui seront nettement moins chères que de construire un nouveau réacteur. J'en arrive à la révolution des coûts de système. Donc ça, c'est peut-être un des deux messages importants que je vais vous faire passer. Il y a eu vraiment une révolution dans les années 2010, 2012, 2015, avec les travaux de HIRT notamment, mais pas les seuls, avec aussi beaucoup les travaux de l'OCDE AEN, l'Agence pour l'énergie nucléaire, qui a été vraiment en pointe là-dessus, avec laquelle à l'ITZ, je reprends ma casquette ancienne d'ITZ, on a beaucoup travaillé, et il y a eu des travaux tout à fait intéressants, on a travaillé avec le MIT notamment à un moment, sur ce sujet-là. Brièvement, de quoi est-ce qu'il retourne? Il retourne que quand on souhaite non plus réfléchir aux bornes des réacteurs ou des centrales et qu'on comprend que tout ça est immergé dans des systèmes globaux, il y a d'autres coûts à prendre en compte que les coûts aux bornes des centrales. Il y a les coûts de connexion, qui peuvent être des coûts importants, par exemple pour l'éolien en mer. Il y a des coûts liés à l'équilibrage offre-demande, avec les incertitudes, que des coûts de court terme, avec les incertitudes qu'on peut avoir sur la capacité réelle à un moment donné, même du jour au lendemain, pour effectivement disposer de l'électricité qu'on s'attend à mettre sur le marché. Et puis il y a des coûts de profil qui correspondent, eux, à une vision de plus long terme, qui sont que les profils de production, ils ne sont pas du tout les mêmes, même en espérance, évidemment, entre du solaire qui suit la courbe diurne-nocturne, ou l'éolien, ou même le nucléaire, qui, pour des raisons diverses, n'est pas exactement en ruban. Voilà, donc on a pris en compte ces coûts dans des visions de système, et pour ça, la façon la plus naturelle de faire ça, et qui marche bien, est de simuler des parcs complets, et de regarder, avec de les simuler en stochastique, de les simuler à pas horaire ou infra-horaire, donc ça demande quand même pas mal de calculs, hein, donc il y a des experts d'EDF dans cette salle qui savent bien que ça mange quand même beaucoup de calculs, peut-être un peu d'énergie. Mais en fait, ces calculs étaient déjà faits, même dans les années 80-90, mais ils ont été développés de façon considérable à ce moment-là. Et on a débouché sur une explosion de la littérature. Ça, c'est extrait d'un de nos rapports de la Seine qui va sortir bientôt. C'est notre note sur la compétitivité. Donc on va la sortir le 13. Vous voyez, c'est vraiment d'actualité. C'est encore dans une période où ça bouge. Hein. On va la sortir le 13 octobre. Et dedans, il y a tout un ensemble de résultats. Ça, c'est extrait de la littérature. Ça vous montre quoi? C'est peut-être pas très visuel, mais regardez simplement les ordres de grandeur des coûts de connexion et de balancing plus profile du nucléaire par rapport à l'éolien et au solaire. Vous voyez deux choses. Vous voyez que le coût des énergies variables augmente avec le taux de pénétration de ces énergies. Et vous pouvez imaginer pourquoi, bien sûr, parce que comme elles sont variables, ça devient de plus en plus
compliqué, donc cher à gérer parce qu'il faut du backup et ça coûte cher, par exemple, mais ce n'est pas la seule raison. Et vous voyez aussi que ces coûts ne sont pas négligeables, puisqu'ils finissent quand même assez vite par se compter en dizaines d'euros par mégawattheure pour les ENR. Donc on voit que le mécanisme qui va se produire dans les décennies qui viennent, il va être, pour simplifier, une baisse importante du coût des ENR et en même temps une augmentation des coûts de système qui sont liés à leur pénétration dans les mix européens pour nous. Et le mix optimal, si vous voulez, il va dépendre de tout ça. On le voit pas très bien, mais on le voit quand même un peu. Alors, voilà un exercice qui vaut que ce qui vaut, qui est nettement plus simple que les exercices sur données quasi réelles, j'allais dire détaillés, qui sont faits à RTE ou à EDF ou ailleurs, ou à JRC dans plein d'endroits, qui montrent qu'il existe, et ça c'est important de le considérer, ça a été un de mes combats dans la SFEN pendant longtemps, de montrer que oui, nous allions vers une zone de coût minimal en fonction du taux d'ENR et du taux de nucléaire. Et donc, il y a bien, de fait, économiquement, une complémentarité entre le nucléaire et les ENR. Et ce que vous voyez surtout, donc, parce que vous allez me dire, oui, mais le minimum, il est quand même, d'une part, très étalé. Oui, il est assez étalé, je dirais heureusement, parce qu'on ne va pas prétendre, avec des analyses simples, on ne va pas prétendre trouver exactement ces 32% de nucléaire pour la France en 2045, ça n'aurait aucun sens. Et ce que vous voyez, c'est les bords qui se relèvent. Et là, par pudeur, je n'ai pas relevé les bords de manière trop visible dans la zone 100% ou 0%. Et en fait, là, on voit qu'ils décollent très, très nettement. Si vous voulez voir des exemples de ce genre d'approche, vous pouvez en voir dans les rapports de l'OCDE-AEN, où on voit que les coûts augmentent de plusieurs dizaines, d'un paquet de dizaines d'euros ou de dollars par mégawattheure dès qu'on s'approche des zones extrêmes. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir des parcs dans lesquels il y a au moins un minimum d'ENR ou de nucléaire. Alors après, la question, c'est combien de ENR. On en discutera si vous voulez après. Donc, résumé rapide, c'est un sujet qui est très en point. C'est une révolution dans la méthode, dans la manière de concevoir l'économie électrique. Le nucléaire induit des coûts système faibles, c'est quelques euros par mégawattheure. Il y a donc, au global, si on inclut les coûts de système, si on veut les attribuer au nucléaire, ce qui est toujours un peu héroïque, je vous l'ai dit, mais on peut le faire, comme c'est toujours un peu héroïque de l'attribuer aux ENR, on a quand même un nucléaire plus coût de système qui se positionne vraiment pas mal par rapport à ENR plus coût de système, parce que justement, il y a cette dissymétrie en termes de coûts. Voilà, donc cette démonstration étant faite sur le minimum de coûts, je vais passer rapidement aux facteurs hors marché. Donc, appelons-les des externalités. En fait, on va se mettre dans la place du gouvernement. Vous vous rappelez, je vais refaire un petit dessin. Alors, on va essayer de se mettre dans la case qui autrefois était la case grise, qui était en haut à gauche. C'est la prise en compte de toutes ces externalités qui ne sont pas forcément monétisées. Il y en a qui le sont, notamment les impacts climatiques. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des coûts d'émissions de CO2 qui sont pris en compte de diverses façons. Par contre, les autres, qu'il s'agisse d'impacts sanitaires, pollution, rayonnement, et qui se comptent eux-mêmes en centaines de milliards, voire en milliers de milliards par an pour la population mondiale. Il y a des coûts sanitaires de pollution énergétique qui sont absolument considérables et qui sont presque d'un ordre de grandeur, nous dit l'OCDE, presque de l'ordre de grandeur du coût, pardon, toujours coût, du réchauffement climatique. On est dans les... Quand on compare les sentiers de taxe optimale liés au réchauffement et les coûts liés à la pollution, notamment par les particules, on est dans un rapport très très à la louche de 1 à 3, 1 à 4. Ça pèse très lourd. Donc il faut les incorporer dans ce genre d'approche si on le peut. Vous avez des tas d'autres phénomènes, la consommation d'espace, bien sûr, l'impact visuel, le bruit, les impacts sur la faune, la vie faune notamment pour les éoliennes. Et puis vous avez un certain nombre de sujets qui aujourd'hui sont très à la mode. Alors, les accidents, si vous voulez, on en parlera après, c'est très compliqué et c'est un des gros sujets pour le nucléaire, bien sûr.
Le terrorisme, on commence à voir des papiers qui sortent sur le terrorisme, qui ne sont pas tous forcément, j'allais dire excellents, mais c'est difficile de le faire. Voilà, sujet matières rares, sécurité énergétique, on peut essayer de prendre en compte tout ça de diverses façons. C'est pas toujours forcément concluant, mais ce qu'il faut, c'est essayer de donner les ordres de grandeur pour voir si ça bouleverse l'ensemble. Je ne parle pas du dernier point sur la cohérence avec les politiques industrielles, ça devient de plus en plus hasardeux, mais l'idée, c'est d'atteindre ce graal des économistes qui, vous le savez, veulent tout comptabiliser, et on essaye en mettant des grosses barres d'erreur. Donc il y a pas mal de travaux qui portent là-dessus, beaucoup moins que sur les coûts de système, beaucoup moins. Voilà, je me suis livré un petit exercice, donc ça c'est dans le bouquin qui va sortir aux éditions du CNRS, et ça vous montre ici le LCOI en bleu foncé, les coûts de système qui sont en rouge ici au-dessus, et puis d'autres coûts qui sont des coûts plus ou moins internalisés, notamment les coûts climatiques, et puis d'autres coûts qui sont une évaluation dans la littérature des différents coûts de santé, de terrain, de bruit, de biodiversité, etc., etc. Alors, le message essentiel, c'est quoi? C'est bien sûr qu'à droite, vous avez du gaz sans capture-séquestration, à des prix qui sont encore des prix anciens, parce que sinon, ça dépasserait largement la zone bleue, elle commencerait à grimper beaucoup. Ça vous montre quoi? Ça vous montre que ces coûts externes, vus d'aujourd'hui, ils ne bouleversent pas la donne. Alors, soit c'est un résultat majeur, tout le monde doit s'y conformer, et c'est tant mieux. Soit c'est parce que les économistes qui traitent du sujet n'ont pas encore assez creusé le sujet et qu'on oublie des choses. Bon, ça, c'est discutable. Ça fait néanmoins des décennies qu'on bosse dessus. Et on peut peut-être considérer qu'aujourd'hui, les ordres de grandeur ne sont pas forcément idiots. Et ça vous montre, à nouveau, donc avec cette logique de full cost de l'OCDE, que le nucléaire n'est pas trop mal placé par rapport aux fermes solaires ou à l'éolien onshore, disons, en Europe. J'en arrive à cette question aujourd'hui, que faire? C'était Jean-François Sornin qui me rappelait qu'il y a 5 ans, Michel Berthélemy était venu faire un exposé ici dans cette salle sur les marchés électriques. Et Michel avait évidemment conclu en disant qu'il y a des gros problèmes. Alors aujourd'hui, on constate effectivement, parce que maintenant on les voit, les problèmes. Donc là, il avait parlé devant une assemblée qu'il avait écoutée sagement. Mais en fait, peut-être certains d'entre vous, si vous y étiez, vous n'avez pas considéré que c'était un problème crucial parce que les marchés de gros étaient autour de 40 € par mégawattheure à l'époque. Donc maintenant, ils sont quasiment à 10 fois plus. Et on se dit que quand même, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Même le président s'inquiète de tout ça et dit ça ne va pas. Effectivement, ça ne va toujours pas. Alors on a mis en place un certain nombre de patchs, disons, sur le système actuel. Là aussi, on pourra en reparler. Il y a évidemment 2 sujets majeurs. Le premier, c'est que les marchés de court terme, aujourd'hui, flambent. Donc, une grosse question, comment est-ce qu'on peut essayer de baisser les prix et notamment de limiter les rentes, ce qu'on appelle les rentes inframarginales, c'est-à-dire tout ce que les électriciens gagnent de façon un tout petit peu indue quand même, entre le prix de marché et puis ce que leur coûte la production. Donc il y a beaucoup d'idées là-dessus. Ce n'est pas forcément toujours facile à réaliser. Ça peut avoir de nombreux effets pervers. C'est un premier sujet. Et puis il y en a un deuxième, qui est ce que vous disait Michel à l'époque, pour ceux qui y étaient, c'est que le gros problème, c'est la capacité à piloter les investissements pour aller à peu près vers des mix électriques pas trop idiots, notamment au niveau européen, où on a quand même une désynchronisation entre les politiques des différents pays. Et là, on voit que les anciens systèmes économiques datant de Ramsay Boiteux, pour ceux qui connaissent, ne sont pas capables aujourd'hui de répondre à la question. D'ailleurs, il n'était pas toujours complètement à l'époque, notamment lorsque les prix de l'énergie bougeaient fortement. Ça a été un peu compliqué pour EDF quand il y a eu le premier choc énergétique sur la tarification électrique aussi. Ça a été compliqué. Bon. Donc on a aussi ce gros problème qui est de bien orienter les acteurs. Et là, il y a grosso modo une seule solution qui est possible, c'est de faire jouer les États, que les États se parlent, et de mettre en place les outils qui permettent de faire converger à peu près
les investissements vers des mix désirables, vaguement dans la zone optimale que j'ai montrée, par exemple, pour le futur. Après ça, il y a tout un ensemble d'outils, je ne vais pas les passer en revue là, qui permettent de le faire, mais aujourd'hui, vous le constatez, ça ne marche pas. Réflexion sur l'avenir du mix en France dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous le savez, le nucléaire, comme les ENR, est considéré maintenant comme une ressource électrique d'avenir. Il l'est aussi d'ailleurs à un niveau européen, même si ça tangue un peu en termes de taxonomie. On voit aujourd'hui le nucléaire, qui est une des composantes quasi régulières de tous les scénarios, presque tout, la grande majorité des scénarios officiels de RTE, dont c'est le job de construire ces scénarios qui vont paver le futur à l'horizon, même ici 2060. C'est la nouveauté d'il y a 2 ans, je crois, c'est qu'on va maintenant jusqu'à 2060. Vous avez, à part le scénario M0, vous avez à ces horizons-là toujours du nucléaire dans tous les scénarios. Donc les choses ont bougé. Et puis dans ce genre de graphique ici qui vous montre les coûts en milliards par an qui sont lissés de fonctionnement du système, donc c'est un tout petit peu complexe pour élaborer ces coûts. Ce que vous voyez, c'est que quand vous vous déplacez, disons, de M1, où il y a très peu de nucléaire, on pourrait commenter M0, mais vers la droite, où il y a plus de nucléaire, vous voyez que les coûts baissent. Et ça correspond exactement, avec l'analyse fouillée qui a pu être faite par RTE, ça correspond exactement, y compris dans les ordres de grandeur, à ce que vous avez vu, la simple courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est les mêmes ordres de grandeur. Ça montre que dès qu'il y a un peu de nucléaire, parce que là, il y a quand même dans les premiers scénarios pas beaucoup de nucléaire, c'est 16 gigawatts de nucléaire historique qu'on a en 2050, il y a quand même un gain économique significatif dès qu'on panache le parc. Conclusion. Là, je ne vais pas vous surprendre. Les progrès des ENR, on les voit tous les jours, les ENR, et puis bien sûr, je n'ai pas parlé du stockage, je n'ai pas parlé de l'hydrogène. Donc je parle de l'hydrogène, je suis surveillé par Paul Duquesne. Je ne parle pas de l'hydrogène, je n'ai rien compris, mais bien sûr, je parle aussi de l'hydrogène, notamment pour son rôle dans les stockages, mais pas seulement. Enfin, il y a des révolutions en marche technologiques qui sont absolument très importantes, avec des baisses de coûts considérables, dans les électrolyseurs en particulier. L'enjeu majeur pour l'industrie nucléaire, pas de secret, tout le monde le sait, c'est de maîtriser les programmes. Et il y a vraiment des actions en profondeur qui sont mises en œuvre depuis des années. Il n'y a pas que le concept de l'EPR2, il y a vraiment aussi une révision de l'organisation très profonde qui a été menée et qui est encore en cours côté EDF, avec une rationalisation du système industriel français très forte depuis 4-5 ans. Tout ça pour dire que quand on est face à cette situation, à ces enjeux, on voit bien que cette notion de compétitivité de nucléaire, elle a complètement changé. Si vous allez regarder le cours du génie atomique de l'INSTN d'il y a 30 ans, ça n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui. Parce qu'il y a 30 ans, on vous parlait essentiellement de coûts actualisés. Aujourd'hui, on vous parle, il faut vous parler, mais on parle aux étudiants de toutes ces questions de mix et de coûts de système. Voilà, donc c'est l'importance de cette analyse de full cost. Avec ce résultat majeur, je le rabâche, c'est que le nucléaire et les ENR sont complémentaires. C'est un petit peu ce que j'ai mis en parodiant le macaron de Clinton avec « It's the economy stupid ». Voilà, maintenant j'ai mis « système » à la place parce que si on garde de l'électricité, il faut penser absolument au système. Donc, que faire? Alors, la liste de courses est très très simple, il n'y a qu'à y aller. Bon, premier point, réformer les marchés énergétiques, vaste sujet. Deuxième point, évidemment, accélérer le développement des ENR. Vous savez que la France est en retard, donc il faut vraiment s'y mettre. Il n'y a que quelques jours qu'on a inauguré le premier parc éolien offshore, c'est quand même un retard énorme, par exemple. Et puis lancer ce fameux programme de 6 réacteurs. Vous verrez que dans nos documents SFEN, on explique pourquoi c'est une décision sans regret, c'est-à-dire que quels que soient les environnements, les univers économiques dans lesquels on peut se situer
aux horizons qu'on peut considérer, disons 2050, eh bien c'est toujours la meilleure solution qu'effectivement de lancer au moins ces 6 réacteurs. Et pourquoi? C'est à nouveau parce que par rapport à un programme, enfin, à un mix avec 0 réacteur, les premiers réacteurs ont une valeur absolument considérable. Les 6 réacteurs, ça a une valeur qui de fait dépasse une valeur économique en valeur actualisée aujourd'hui, qui dépasse allègrement les 100 milliards d'euros. Ça veut dire que ça dépasse le coût d'investissement. Enfin, voilà, il faut quand même se rendre compte de ça. Donc c'est vraiment sans regret. Voilà, j'arrive au bout de mes quelques transparents et j'écoute vos questions. Bon, ben merci bien pour cet exposé intéressant qui secoue un peu les entendements habituels, en particulier ceux qui sont proférés depuis une dizaine d'années, quoi. Alors moi j'ai une question qui concerne la durée de vie relative donc d'une centrale nucléaire nouvelle par rapport aux UNR. Et est-ce que la durée de vie de ces outils-là impacte l'économie que tu viens de nous présenter? Oui, alors ça c'est une question qui est très fine et la réponse est oui à plusieurs niveaux. Elle est d'abord oui en termes de calcul, ne serait-ce que du coût actualisé, parce que les risques, notamment les risques de marché. Alors, les risques de marché aujourd'hui, ils sont immenses dès demain. Si les choses étaient un peu plus calmes, les risques de marché, évidemment, à des horizons lointains, au-delà, disons, de la trentaine d'années de durée d'exploitation des énergies nouvelles, peuvent apparaître vraiment significativement importants, notamment pour le nucléaire, bien sûr. Ce qui veut dire que les ENR sont moins exposés. Et puis, il y a quelque chose qui est sans doute vu par pas grand monde, qui est que dès qu'on s'intéresse à la robustesse des programmes, le fait que les ENR aient des durées d'exploitation plus courtes est très clairement un avantage pour les ENR, parce que ça permet de rectifier le tir en termes de structure de parc de manière plus rapide. Alors c'est moins vrai s'il y a un parc, j'allais dire, assez mixé, avec pas mal des différentes énergies, parce que là on peut essayer de jouer. Néanmoins, pour le nucléaire, c'est compliqué. Ça sera compliqué parce qu'on n'aura peut-être pas exactement l'effet falaise qu'on connaît avec le parc actuel, mais on va quand même, j'espère, reconstruire un certain nombre de réacteurs et on aura d'ailleurs une bouffée, non, mais un certain nombre de réacteurs qui seront étalés dans le temps, mais pas forcément si étalés que ça. Et donc, pour conclure, c'est certainement un avantage pour une forme d'énergie quelconque d'avoir une durée d'exploitation courte, dès lors qu'elle apparaît économique dans une perspective de mix. Oui, Jean-Pierre Pervès. Tu peux remontrer ton dernier transparent? Alors, je vais essayer. Non, c'était... Pas celui-là? Oui, les conclusions, oui. Non, les conclusions. Alors, voilà. Oui. Bon, là-dessus, il me semble qu'il y a quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister. Et je crois que tu as un terme que j'ai bien aimé. Tu parles d'une Europe fragmentée et interconnectée, ce qui montre un peu l'opposition qu'il peut y avoir entre le fait d'être fragmenté, c'est-à-dire de ne pas discuter ensemble, pratiquement, sur les mix, et en même temps d'être interconnecté. Et on est en face d'une situation qui est très difficile, qui est celle du déficit de puissance pilotable, que ne vont compenser que très à la marge les énergies renouvelables qu'on va rajouter. Or, on est en face d'une crise, puisque si on en croit les annonces, on devrait perdre en Europe de l'Ouest pas loin de 50-60 gigawatts de plus avec l'arrêt des centrales à charbon. C'est-à-dire que le déficit de pilotable va s'effondrer et ne va pas être compensé par les renouvelables. Or, nous sommes en face d'un besoin d'augmentation de production d'électricité. Et il y a une chose qui me semble qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est qu'avoir une électricité un peu carbonée, 15-20%, plus que ce qu'on a aujourd'hui, ce qui voudrait dire rajouter pas seulement des renouvelables, mais rajouter renouvelables et gaz en France, ça permet, avec plus d'électricité,
de se substituer au gaz et au pétrole dans les transports et dans le bâtiment, voire dans l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, accepter une électricité qui a un peu de carboné aussi vertueux que possible, c'est-à-dire gaz plus peut-être un peu de biogaz, c'est le meilleur moyen de progresser. Et pas seulement 6 réacteurs et des renouvelables. Donc, premier point, je pense qu'on a besoin de gaz. Et ça, pour 15-20 ans. Sachant qu'après, je pense que derrière ça, je rajouterai un dernier terme à tes priorités, c'est remonter une industrie puissante pour en faire beaucoup plus tard. Oui, on peut être d'accord avec toi. Sur le gaz, je pense que c'est assez bien perçu par beaucoup de pays. Les discussions dans le cadre de la taxonomie disent exactement ce que tu dis, c'est que c'est une énergie dont on va avoir besoin, qui est intermédiaire. Après, est-ce que le nucléaire est intermédiaire ou pas? On peut penser que moins. Mais oui, bien sûr. On voit... Enfin, un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le manque de pilotage, mais c'est aussi le manque de puissance tout court. Parce que, évidemment, les marchés ne sont pas capables de rémunérer correctement un certain nombre de productions. Et surtout, il y a des risques tels qu'on n'a pas investi dans un certain nombre de moyens qui, effectivement, permettent de pallier tout ça. Alors, quand on est exposé à des risques, notamment des risques technologiques, parce qu'on n'est pas sûr du tout que certaines technologies vont pénétrer, qu'on va pouvoir avoir tout le management de la demande, qui est quand même un sujet extrêmement important, on va pouvoir faire beaucoup de progrès là-dessus, que tout ça va pouvoir se mettre en place comme on veut, que les véhicules électriques, etc. etc. Il y a encore des impasses là-dessus, des hypothèses fortes, disons. Là, le gaz peut permettre, évidemment, de pallier ces sujets-là. Mais le gaz, il existe. Donc, il n'est pas chez nous, enfin, pas beaucoup. Il est essentiellement ailleurs, suivez mon regard. Si on arrive à l'alimenter avec du gaz qui ne vient pas de l'Est, mais d'ailleurs, on va effectivement continuer à l'utiliser encore 20 ans, sûrement. Et après, il y a l'autre grand pari qui est d'alimenter les réseaux de gaz par de l'hydrogène, y compris peut-être, discussion actuelle, pour la production d'électricité. Bon, enfin, voilà, avec différents modes. Ça, je passe le truc, mais aujourd'hui, ça fait partie des inconnus, et on va apprendre dans le futur, et on pourra piloter le système en essayant de converger vers ça. Oui. Je voulais revenir sur le point particulier de l'EPR de Flamanville, qui, comme on sait, a des dérives de coûts et de délais considérables. Donc, on a le rapport, comment il s'appelle, le gars de Peugeot, là, qui a essayé d'expliquer ça par le contexte industriel, je ne sais quoi, enfin bon. Et comparé à ce qui s'est passé en Chine, où on a construit, comme chacun sait, 2 EPR qui ont démarré plus tard, dont la construction a démarré plus tard et qui sont partis beaucoup plus tôt. Alors, on a essayé, je sais pas, la première question, c'est de savoir pourquoi, mais la deuxième, c'est le parallèle que l'on peut faire avec les États-Unis, qui sont exactement dans la même situation, puisqu'ils sont en train de construire, ils n'ont toujours pas démarré, leurs 2 AP1000 qui ont démarré en même temps que l'EPR, et qui ne sont pas encore... Alors bon, en termes de coûts, les dérives de coûts et de délais sont quasiment les mêmes en ordre de grandeur, et les AP1000 ont été construits en Chine. Pareil, il y en a eu 4, à peu près la même puissance, qui sont partis plus tôt. Alors, comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est les mêmes raisons? Enfin, c'est assez curieux. Voilà. Donc, je sais, la question n'est pas facile. Non, mais peut-être tu pourrais y répondre aussi bien que moi, Dominique. Donc, on explique ça par différentes raisons. D'une part, la raison majeure, et elle est celle que tu as donnée, c'est qu'à partir du moment où on est dans un système qui fonctionne en train de courir, avec une industrie qui produit des cuves, des générateurs de vapeur, de la tuyauterie comme des petits pains, il faut se rappeler le taux, par exemple, de non-conformité du piping sur Flamanville 3 au début. Il y avait 40% de non-conformité. On était dans des situations où on n'arrivait même plus à faire des tuyaux en France. Le soudage, je n'en parle pas, tout le monde est au courant ici. Donc il y a toutes ces goulots d'étranglement, cette perte de savoir-faire. Évidemment, en Chine, ils ne l'avaient pas. Ensuite, on sait bien que la construction des réacteurs en Chine n'obéit pas aux mêmes règles de sécurité du personnel qu'en Europe. Quand on voit, par exemple, les différentes équipes de différentes couleurs sur les chantiers des réacteurs en Europe, les vitesses d'évacuation en cas de problème des équipes impliquent un nombre maximum de personnes dont je ne me souviens plus à l'intérieur du bâtiment réacteur qui doit être 2 fois inférieur à celui qui est en Chine, par exemple. Donc, ils peuvent travailler en parallèle beaucoup plus rapidement. Enfin, il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier,
il y a eu le fait que Taishan a bénéficié des plates qu'on a essuyées. Je ne parlerai pas des autorités de sûreté, mais je reviens. Des plates qu'on a essuyées en France et à Kyoto, puisqu'on a, dans le cadre du retour d'expérience mis en place par Areva et par EDF, on a informé nos collègues chinois en temps réel de ce qui se passait et des correctifs qu'il fallait prendre en compte. Donc il y a un certain nombre d'erreurs qu'ils n'ont pas faites ou de difficultés auxquelles ils n'ont pas eu à se confronter parce qu'on a pu les contourner et les informer suffisamment tôt. Donc tout ça, effectivement, a abouti au résultat que tu connais. Je connais mal les États-Unis, donc si quelqu'un connaît bien les États-Unis et peut te répondre, moi je suis pas bien placé pour ça. Ouais, mais en fait, nous avons étudié dans les ST8, on a beaucoup étudié le cas chinois, le parallèle et le cas finlandais, mais pas trop les AP1000. Oui, une question courte, je suis là. Je te vois. Et ce n'est pas sur l'hydrogène. Une question d'actualité, j'ai vu hier dans la presse que la BEI ne financerait probablement pas le nucléaire français. Est-ce que ça c'est un enjeu? Est-ce que ça aura un impact? Je ne me rends pas compte si c'est une décision importante pour le nucléaire français futur. Je ne sais pas te répondre. Je propose d'attendre un petit peu et de regarder si effectivement ce sera un sujet majeur. Tout dépend évidemment des conditions de financement et puis surtout de la confiance que ce genre de financement peut donner à d'autres investisseurs. Bon, moi je ne suis pas absolument sûr que ce soit le seul moyen de financer les EPR français, mais je suis mal placé. Si quelqu'un dans la salle peut répondre sur ce sujet, qui n'hésite pas. Oui. Une petite question sur la zone de coût minimal et l'optimisation du mix. J'ai vu avec grand intérêt donc, la courbe en baignoire qui montrerait qu'il y a un mix optimal. Question, un certain nombre de pays européens se dirigent vers des mix de ce genre-là, et donc les Pays-Bas, la Pologne, la Tchéquie, d'autres refusent absolument le nucléaire. Cette courbe, qu'est-ce qu'elle a d'objectif, de scientifique et de réplicable d'un pays à l'autre? Alors, l'objectif est là que c'est une courbe qui est une courbe de maquette qui est faite à but pédagogique en utilisant la littérature internationale et en regardant comment les coûts de système se déforment en fonction des taux de pénétration. Donc c'est ça qu'elle représente, c'est-à-dire que c'est une maquette. Maintenant, si on s'intéresse à la réalité opérationnelle sur le terrain de telle courbe, elle est corroborée par des modèles beaucoup plus gros, elle est corroborée par... C'est pas une information nouvelle et une découverte majeure que de produire cette courbe. Simplement, ça illustre ce qui est obtenu par des modèles. Donc, que ce soit les modèles qui sont ceux de Zandia Maizi à l'école des mines avec Time Smarkal, ou que ce soit Antares, ou que ce soit les modèles de l'EDF, ou que ce soit les modèles du MIT, enfin, je ne sais pas égrener tout. Il y a beaucoup de littérature internationale qui montre qu'effectivement, aujourd'hui, on est là. Maintenant, au niveau de l'Europe, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a quand même des assez gros tuyaux qui relient les différents pays, même s'il y a souvent des congestions. On le voit en ce moment, il y a quand même assez souvent des congestions, parce qu'il y a des différences de prix considérables entre pays. Donc, ce qui va se passer, c'est que réfléchir en disant on va appliquer, c'est un peu ce qu'a fait courageusement RTE, appliquer cette logique à un pays, en fait, on ne peut le faire que si on dispose d'une vision qui connecte ce pays à ses voisins. Et à ce moment-là, on peut tenir un raisonnement dans lequel il y a non seulement le mix du pays, mais il y a évidemment tous les mix qui respirent à côté. Donc c'est pour ça qui bougent en fonction, bien sûr, de la plaque, de l'hexagone, si on s'intéresse à l'hexagone. Et ça, si ça intéresse quelqu'un parmi vous, vous pouvez aller voir dans les rapports qu'on a fait dans la ST8 de la SFEN, un rapport qu'on a fait avec les modélisateurs d'Athènes, avec Pantelis Kapros, où on a effectivement regardé ce sujet-là et on a vu quel était l'impact du nucléaire français au niveau européen. Et c'est absolument majeur. On a vu par exemple que si on redéveloppe le nucléaire, à ce moment-là, les économies en termes d'émissions de CO2 que permet le nucléaire français, elles sont pour moitié en France et pour moitié dans le reste de l'Union européenne, parce qu'il y a sans arrêt, il y a des tuyaux et des échanges. Donc, dans ce cas-là, voilà, je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, mais il ne faut pas raisonner pays par pays, en fait. Oui, je me demandais si les Allemands produisaient des courbes équivalentes et comment ils pourraient, eux, conclure qu'ils pouvaient avoir un mix viable sans nucléaire.
Alors en fait, s'il conclut ça, bien sûr, il le conclut. Il y a des dizaines, donc j'en connais des dizaines, il y en a peut-être encore plus que ça, de papiers qui expliquent qu'on peut faire des systèmes 100% ONR. Bon, alors, l'ASFEN, d'autres, il y a une littérature monstrueuse, tapez ça sur Internet, vous verrez, où évidemment il y a des discussions d'experts nombreuses autour de ça. Il reste que la réalité serait très différente si chaque pays modélisait le pays sans les échanges aux frontières. Je vous prends l'exemple qui vaut ce qui vaut. Mon collègue Manfred Voss, il y a quelques années, donc un collègue allemand qui développait ce genre de modèle, il y a peut-être vers 2015, il me disait, Jean-Guy, si tu prends en Allemagne du solaire à 0 € le mégawattheure, pour une Allemagne non interconnectée, je fais tourner mon modèle et j'obtiens qu'on n'a pas besoin de solaire. Tellement, et c'est pas pareil si on fait passer de l'électricité aux frontières. Donc voilà, ça vous montre ce genre d'exemple que il y a vraiment les coûts de système, c'est pas de la rigolade déjà, et que les interactions aux frontières sont absolument majeures. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je voudrais peut-être faire une remarque un peu générale sur la manière de présenter qui m'a paru très monde d'avant, entre guillemets. Ah, voilà, on va progresser alors. Bon, à savoir qu'on parle d'énergie bas carbone, mais j'ai pas vu une seule fois CO2 dans vos transparents. Par contre, j'ai vu beaucoup euros. Est-ce que l'urgence, maintenant, ça ne serait pas de libeller les courbes en CO2 par mégawattheure plutôt qu'en euros par mégawattheure? Oh ben, on peut le faire. Non, simplement. Est-ce que ça ne changerait pas beaucoup les conclusions sur le mix, par exemple? Je vous prie d'accepter mes excuses les plus plates, mais il se trouve que je suis économiste et que, voilà, moi, mon truc, c'est de parler en euros. Et comme je vous l'ai dit, les économistes, ils passent leur temps à essayer de tout évaluer en euros. Donc, ils ont un arsenal extrêmement puissant, et d'ailleurs contestable et contesté, qui permet, dans leur vision du monde, qui n'est pas la vôtre, hein, mais dans leur vision du monde, de traduire en termes économiques les coûts des émissions de CO2. Donc, vous pouvez aller voir des tonnes de publications à ce sujet-là, qui sont d'ailleurs en France normalisées par l'État français. Donc, c'est dire que c'est quand même tout à fait sérieux, ces affaires-là, pour libeller en termes de coûts en euros par tonne d'équivalent CO2, pas seulement CO2, les émissions de CO2, de gaz à effet de serre, qui se feraient en 25, 30, 35, etc. Donc, dans le champ d'exercice des économistes, on raisonne avec ça, et évidemment, on est peut-être aussi obsédé que vous par ces sujets qui sont absolument majeurs, mais on les traduit immédiatement en euros. Mais néanmoins, on travaille beaucoup dessus, et pour nous, c'est extrêmement important. Toutes ces idées de zéro émission nette, etc., c'est que pour faire ça, bien sûr. Je pense que les conclusions sont très différentes si on parle en euros ou si on parle en... J'en suis pas complètement sûr, parce qu'il se trouve qu'il y a quand même pas mal de discussions entre climatologues, par exemple, et économistes. On se parle depuis très longtemps, notamment dans l'instance dans laquelle on est aujourd'hui, le CEA. Je pense que le CEA est très bien placé pour faire qu'ils se parlent. Et il y a des très fortes visions communes. Quand vous regardez le GIEC, par exemple, je peux vous dire que vous regardez les rapports du GIEC, vous lisez le rapport 3, le GIEC qui pense que l'économie des gaz à effet de serre, c'est quand même très important. Et ils consacrent beaucoup d'énergie, de temps, de rapport à ce sujet-là, et ils le font en pleine vision commune. Donc je pense que c'est vraiment des communautés qui se parlent. Oui, bien, merci effectivement pour l'exposé. Moi, je voulais revenir aussi à une question qui concerne le graphique sur la zone de coût minimale dans le mix nucléaire ONR. Alors, autant je comprends facilement que dans la partie droite, ça s'envole à cause du coût système des ENR, et j'ai du mal à comprendre pourquoi, dans la partie gauche, on a une remontée alors que, bon, on tend vers 0 ENR, hein, et un mix plus fort. Je vais essayer de vous répondre je ne sais pas si ça va vous persuader. Il me semble que c'est relativement simple quand même comme résultat, parce que imaginez que vous ayez un parc qui soit à 100% ENR,
nucléaire, pardon, 100% nucléaire, ou quasiment, bon, voilà, avec ce qu'il faut derrière, parce qu'il faut quand même assurer les points, il faut quand même avoir un petit peu de stockage quand même derrière. Mais grâce, voilà, des montages intelligents avec la production d'hydrogène, on peut faire des choses comme ça. Peut-être, voilà, imaginons que c'est possible. Imaginez que vous rajoutiez un champ d'éoliennes. Ce que vous allez avoir, c'est que ou une ferme solaire à 20 € le mégawattheure. Ça vous coûte quasiment zéro. Et vous allez avoir, dans pas mal de cas de la production, alors là évidemment, même en l'imaginant, tiens, imaginons qu'elle se substitue même à votre nucléaire, à ce moment-là, vous allez voir que vous êtes dans des zones où, si vous êtes dans une perspective de long terme, où il est clair que le coût de ces ENR sera inférieur au coût du nucléaire. Il sera d'ailleurs du même ordre que le coût marginal du nucléaire. Donc c'est dire. Ça veut dire que si vous allez à 2, 3, 5, 10, 15, 20%, après je m'arrête, d'énergie variable, il n'y a pas forcément que le solaire, et puis le solaire et l'éolien se complètent, il y a des tas de choses qui jouent, hein. À ce moment-là, ça va vous coûter moins cher. Donc après, on peut discuter sur le taux, disons, maximum raisonnable de ENR. Alors vous avez des collègues type, des collègues très, très, très estimables, comme Finon, par exemple, qui explique qu'il ne faut pas faire plus de 15% de ENR, parce que justement, on sort de la zone de l'optimum. Moi, je pense que ce n'est pas ce que dit la littérature internationale. Elle est plutôt proche de ce dessin-là. Nous, ce qu'on pense à la SFEN, c'est que ça ne sert à rien de regretter des périodes extraordinaires dans lesquelles on avait 70% de nucléaire en France. D'abord, on raisonne Europe. Et ensuite, de toute façon, le challenge, c'est pas ça. Le challenge, c'est construire ces réacteurs. Parce que même si on y va en disant « allons-y, tout le monde est d'accord, il faut construire le plus de réacteurs possible parce qu'il y va de la survie de la planète », ça va être long et compliqué. Et Dieu sait qu'on dégage de l'énergie au sein d'EDF et d'ailleurs pour y arriver. Donc de toute façon, on sait que si on voulait faire 70% de nucléaire en 2050 pour la France, d'une part, ça n'aurait pas grand sens, parce qu'il faut raisonner au niveau Europe, il faudrait arriver à se coordonner, mais en même temps, on n'y arriverait pas. Donc on ne peut pas le regretter, si vous voulez. Bien, je pense qu'on va suspendre pour l'instant les débats en remerciant Jean-Guy. Les débats pourront continuer dans la pièce à côté, mais juste avant de vous laisser vous rejoindre vos sandwichs, je voulais vous dire quelques mots de la SFEN Essonne et tenter de trouver quelques volontaires pour venir participer à nos activités. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelques conférences comme celle-là de temps en temps, mais sinon, notre activité principale, c'est d'aller dans les lycées et les collèges à la demande des professeurs de physique pour faire des ateliers sur l'énergie, sur le climat, sur la radioactivité. On amène beaucoup de matériel et ça ressemble à des travaux pratiques qui sont généralement très appréciés. Alors en fait, on est un petit groupe de bénévoles, donc qui se comptent sur les doigts des deux mains à peu près. Il y en a, d'ailleurs, ils sont pour l'essentiel dans la salle aujourd'hui. Je vois Hans Glatti, Brigitte Bonneux qui était là, Pierre Bénère. Donc je vous les cite parce que c'est ceux auprès de qui vous pouvez, pendant que vous mangez un sandwich, vous informer. Je vois donc bien sûr Yves Roinel qui est notre coordonnateur principal de toute cette activité, Michel Pingard, Jean-Paul Hulot qui s'occupe de liaison avec les établissements. Je vois René Lucas. Donc on est une dizaine dans cette salle. Et donc, ils pourront vous expliquer ce qu'on fait. En fait, chacun d'entre nous apporte sa contribution pour un total annuel d'une 50aine de journées d'intervention quand même. Alors, on n'en fait pas tous 50, on se partage le boulot, répartis dans plus d'une douzaine d'établissements, lycées et collèges. Et en fait, on interagit chaque année avec pas loin de 3000 lycéens et collégiens qu'on voit en petits groupes de 8, 10, 15 en général, pas dans des sessions qui peuvent être assez longues, donc qui laissent bien le temps à la discussion. Alors notre petite équipe est très opérationnelle, mais elle accueillerait volontiers de nouveaux profils, de nouveaux participants. Alors le profil recherché, c'est il faut avoir un peu de disponibilité. C'est le cas notamment des jeunes retraités, mais ça n'est pas exclusif, on peut trouver aussi d'autres profils. Il faut une culture scientifique solide, mais qui même se complète facilement sur les sujets qu'on connaît moins. Surtout, il faut avoir envie d'éveiller
la curiosité et le questionnement chez des ados de 15 à 18 ans, et chez leurs professeurs aussi, puisque c'est aussi un des publics que nous rencontrons, alors sur tous les sujets qu'on aborde avec eux. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, et vous avez, ne serait-ce que pour essayer, il suffit de venir une fois avec nous dans un collège ou dans un lycée pour voir comment ça se passe. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre, pas dans le buffet qui vous attend juste à côté. Voilà, merci de votre attention.